Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Moi, je vous avoue, ça va pas du tout, mais pas du tout. Je pense que je vais faire un bêtisier à la fin de cette vidéo, parce que ça fait plusieurs fois que je reprends cette vidéo, j'arrive pas à me concentrer, c'est un bordel innommable. En gros, pour la faire simple, j'ai un mal de crâne et je fais des migraines ophtalmiques, pour ceux qui connaissent et qui peuvent dire dans les commentaires, si vous en avez, comment c'est très dur à vivre. Et donc là, j'en ai eu plein cette nuit, j'ai presque pas dormi, j'ai la tête qui s'élance, c'est un truc absolument de taré, mais il faut que je fasse la critique analyse, parce que le chapitre, il était absolument incroyable, j'ai des choses à vous dire dessus, j'ai envie de vous en parler, et si j'attends de sortir les critiques analyse demain, il va y avoir les spoils, normalement les spoils ils vont sortir aujourd'hui, donc là je me dépêche de faire la vidéo avant d'être obligé d'être bloqué par rapport aux réseaux sociaux. Enfin bref, tout ça pour dire que voilà, on va parler du chapitre. Alors il y a aussi autre chose, parce que je vais aussi en profiter, parce que je dois faire une petite mise au point par rapport à certains qui me posent énormément de questions sur ma hype et ma passion pour One Piece. Il y en a beaucoup qui me disent j'ai eu beaucoup de commentaires, d'ailleurs j'en ai répondu à quelques-uns où on m'a dit ouais, mais le Doc, tu fais des réactions live, mais si c'est pour après, lors de ta critique analyse, cracher sur ce que fait Eiichiro Oda, ça sert absolument à rien. Non les gars, on peut être fan d'une œuvre et se poser des questions sur comment s'appelle la manière dont sont amenées les choses. Je suis toujours fan de One Piece, je suis peut-être l'un des plus grands fans de One Piece, mais le côté hyper fanboy où on adule Eiichiro Oda comme étant un dieu, ça, je l'ai eu à une époque, on m'a assez fait la critique dessus, et ça a été très dur de prendre le recul sur l'œuvre, mais depuis que j'ai une nouvelle vision, et ça fait plusieurs années que j'ai une nouvelle vision de l'œuvre, eh bien je vais dire que je la savoure encore plus. Donc voilà, donc oui, il se peut que comme la dernière fois, le traitement de la puissance de l'eau et aussi de Kid, il se peut que j'ai des problèmes avec, comme certains ont eu des problèmes, et j'ai aussi eu des problèmes à l'époque, avec l'endurance absolument illimitée de Luffy contre Katakuri. Mais c'est normal, une œuvre, c'est fait pour qu'on débatte dessus. Et le problème qui est encore plus grand, c'est que l'œuvre qu'a créé Eiichiro Oda, qui va arriver là à 25 ans, elle est tellement riche, elle est tellement dense, elle est tellement bien ficelée, c'est tellement énorme, il y a tellement de choses dedans, et il a réussi à créer une cohérence qui est absolument dingue, que c'est sûr que dès qu'il y a un petit truc qui semble bizarre, c'est sûr qu'on va mettre le doigt dessus, que ça va nous sembler un petit peu bizarre, qu'on va essayer de trouver des erreurs. Vous voyez par exemple au niveau de Kid, on en parlera tout à l'heure, mais j'avais des problèmes avec son pouvoir au niveau de son attaque. Mais dans les commentaires, et encore une fois un gros merci à vous, il y en a un qui m'a donné une info, et moi en creusant l'info, j'ai réussi à comprendre certaines choses, donc voilà, donc on va en parler. Mais encore une fois, ne doutez pas de la passion que j'ai pour One Piece, qui est absolument dingue. Si je passe mes journées, si je passe ma vie en ce moment dedans, parce que vous voyez ce qu'il y a derrière, c'est justement en prévision de quelque chose. Si on vous prépare quelque chose pour les 25 ans de One Piece, c'est parce que je vis One Piece. Donc voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce chapitre? Déjà, ce qui est vraiment cool, contrairement à ce qu'on a eu la semaine dernière, on a été axé que sur un seul combat. Et ce combat, parce que Eiichiro Oda a un très gros défaut, c'est que les combats, je trouve qu'ils n'arrivent pas à faire de bonne mise en scène. On voit le combat de Queen contre Sanji ou le combat de King contre Zoro, ça a été assez expédié, et il aurait pu faire plus de cases, on aurait pu voir plus de choses, ça aurait pu être moins assuré, parce que il va mettre le début, la fin de l'attaque, mais il va pas mettre le milieu de l'attaque, et des fois il va même mettre plusieurs attaques sur plusieurs cases à la suite, et au niveau lisibilité, on va y arriver, c'est hyper dur. En plus il a tendance à hyper charger ses cases, donc des fois on n'y bite absolument rien, et là, mais mon dieu que c'était lisible. Alors Eiichiro Oda, en un sens, le fait. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'au niveau de l'animation, ils vont prendre plus de temps pour détailler les combats. Lui, c'est peut-être quelque chose qu'il n'aime pas. Lui, comme je l'ai dit, il aime raconter une histoire. Bref, tout ça pour dire que ce chapitre a été
hyper bon et c'est pour moi l'un des meilleurs combats qu'on a eu depuis le début de Wano Kuni et je dirais même plus depuis le début de One Piece. C'était hyper lisible, c'était bien, ça a amené, il y a une putain de hype, il y a de la badassitude, il y a eu de l'humour, franchement c'était excellent et ça, il a bien pris le temps de faire des belles doubles pages et même les pages simples, il y avait vraiment des belles cases, il n'y avait pas beaucoup de texte, c'était hyper fluide, enfin bref, là, magnifique, franchement magnifique. Alors, il n'y a pas eu que ça, il y a quand même eu un truc et un deuxième truc qu'on va parler tout de suite, c'est tout simplement Momo qui est en dragon qui arrive à retenir Onigashima en l'air et ça c'est hyper important pour ce qu'on va dire juste après, mais ce qui va se passer c'est que obligatoirement Onigashima est maintenu en l'air grâce à quoi? Grâce au nuage qu'a créé Kaido et aussi au nuage qu'a créé Momo. C'est-à-dire qu'avec cette ceinture de nuages, il arrive, enfin même pas la ceinture de nuages que lui il a créé, il arrive à s'agripper au nuage qu'a fait Kaido pour maintenir Onigashima en l'air, pour pouvoir justement la retenir. Et donc, vu que Luffy va gagner contre Kaido, et là-dessus il n'y a absolument aucun doute, vu qu'il va tomber KO, obligatoirement, le pouvoir qu'il a mis en place va tout simplement s'estomper et donc il n'y aura plus de nuages pour maintenir Onigashima et peut-être que Momo, voyant la détresse et ne voulant pas que Onigashima s'écrase, peut-être qu'il va réussir à créer des nuages mais ils ne vont pas être assez puissants pour maintenir Onigashima et c'est donc ça la voie qui l'attend, c'est tout simplement Nekomamushi. Ah, c'est Nekomamushi. Oui, il va arriver, il va se soulever. C'est Zunisha qui va réussir à se soulever et à maintenir... en maintenir quoi? À maintenir Onigashima pour pas qu'il s'écrase. Alors par contre faut pas qu'il maintienne sur son dos hein, parce qu'il y a quand même le patelin des mix, donc ça serait quand même un petit peu con que l'île s'écrase sur le patelin des mix hein. Bah, franchement là ça le ferait pas. Bah, je sais pas comment il va faire, mais on sait que il y a un endroit qui est désert au niveau des îles qui ont été assemblées pour former justement Wano Kuni et je pense que ça va devenir une nouvelle province de Wano Kuni. Donc ça c'était pour la première chose. Je sais pas si vous avez bien réussi à suivre un petit peu tout le raisonnement. Je vous jure encore une fois c'est hyper dur de vous parler. Bref, on passe sur la deuxième chose. La deuxième chose c'est tout simplement Yamato. Yamato, qu'est-ce qu'elle a fait? Yamato au chapitre précédent elle a glacé les bombes et il y a le feu qui descend. Et là il y a l'eau. Avec son Odachi, il a perforé Onigashima pour atteindre le sol. Et là, je me suis dit, mais l'eau, il est complètement con. Il a failli détruire Onigashima. Alors, il y a certains qui vont me dire, mais pourquoi? Bah, c'est simple. Imaginez, il est passé à travers la salle où il y avait les bombes. Et donc, en passant, imaginez qu'il ait touché les bombes, qu'il ait pris le feu, qu'il a emmené le feu sur les bombes et qu'il aurait pu tout exploser. C'est-à-dire que même si Yamato, au préalable, n'avait pas glacé les bombes, avec son Odachi, il passe à travers, il bouge les bombes s'entrechoquent, ça explose et bim, plus d'Onigashima, il n'y a plus rien. Donc je me suis dit, sur ce coup-là, vraiment gros coup de cul. Et après... j'ai repensé à autre chose. Il a fait un trou directement dans Onigashima et juste en dessous, il y a un trou dans le sol. Momo, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Momo, il est en train de retenir, de stabiliser l'avancée de Onigashima. Donc ça veut dire que Onigashima, en ce moment, est en train de léviter sur le trou géant. Donc, que peut faire Yamato? Et d'ailleurs, je crois qu'il y a peut-être aussi les géants qui vont être là, justement, avec elle. Ils vont peut-être pouvoir prendre les bombes et les faire descendre et les envoyer dans le trou qui est juste en dessous. Et comme le feu doit brûler les bombes pour tout faire exploser, et bien peut-être que le feu va sortir de Onigashima et aller dans le trou, et peut-être que les bombes et le feu dans le trou, ça va faire une immense déflagration, et c'est peut-être comme ça qu'ils vont réussir à sauver Onigashima de la menace des bombes. C'est pas con, hein. Enfin bref, tout ça pour dire que je trouve que là, si c'est ça, encore une fois, hein, c'est l'extrapolation seulement que de ma part, si c'est ça l'idée, franchement, ça serait très fort. Ouais, franchement, ça serait très fort. On va passer maintenant au combat de Law Kid versus Big Mom. Et on est tous heureux de voir deux
jeunes cons, hein, qui ont un peu plus de 25 ans, qui sont en train de tabasser une pauvre grand-mère qui arrive sur 70 ans. C'est pas malheureux. C'est pas malheureux. Bon, il faut dire aussi que la grand-mère de 70 ans, c'est quand même Big Mom. Elle martyrise sa famille. C'est une gonzesse qui a ni foi, ni loi, ni Dieu. Enfin bref, elle fait absolument ce qu'elle veut. Et ça lui fait peut-être faire du bien de la remettre un tout petit peu en place. Tout ça pour dire que ce combat, il est absolument dingue. Mais ce que j'ai vraiment adoré dans ce combat, c'est même pas Kid Elo, c'est vraiment excellent, on en parlera après, c'est Big Mom. On a enfin vu la puissance de Big Mom. Ce que l'on a vu dans ce combat, moi, c'est ce que j'attendais au niveau de pas de Wano Kuni, parce qu'on est à Wano Kuni, mais au niveau de Whole Cake Island. On n'a presque rien vu de Big Mom. On subodorait sa puissance à travers certains éléments narratifs, scénaristiques, mais on l'a jamais vu en pleine puissance. Même au niveau de Wano Kuni, on l'a vu mettre des patates, mais sans plus. Là, elle est absolument indestructible. Enfin presque, parce qu'ils arrivent quand même à... Enfin, l'eau arrive à lui péter le bras, ce qui est un truc absolument de malade. Et en un sens, on aurait pu voir ça venir depuis très très longtemps, depuis Whole Cake, où justement, on avait Cap'n BG qui nous disait qu'elle était absolument... elle était invincible, enfin on pouvait pas l'attaquer de l'extérieur parce que sa peau était tellement dure, à part lui foutre un trauma, il était absolument impossible de lui faire quoi que ce soit, et même en hurlant, on voit qu'elle arrivait à se faire une sorte de bouclier d'onde qui enlevait, qui annihilait toutes les attaques. Donc à partir de là, on aurait pu réfléchir de se dire, ok, est-ce qu'il y a un mec qui est capable de gérer quelque chose via l'intérieur, via un pouvoir, et là on aurait peut-être pu justement penser à l'eau avec Room, où quand il crée un environnement, il peut faire ce qu'il veut dans l'environnement. Donc de ce fait, s'il arrive à créer une room, c'est-à-dire l'éveil de son fruit, une croum, c'est-à-dire un truc à l'intérieur, il peut niquer de l'intérieur, c'est-à-dire qu'il s'en fout de la carapace extérieure de la personne, parce qu'il peut aller, il peut passer outre comme du beurre, quoi. C'est hyper facile. C'est-à-dire que l'éveil du fruit de l'eau permet justement de créer quelque chose à l'intérieur des gens. C'est ça qui est absolument dingue. Et en un sens, c'est le contre parfait de la technique de Big Mom. Tout ça pour revenir à Big Mom. Big Mom, dans ce chapitre, c'est de la puissance à l'état pur. Et c'est ça qu'on voulait. C'est ça qu'on voulait depuis. La rendre absolument indestructible. Et le coup final que met Kid n'est même pas un coup final, je dirais, en tant que tel. Parce qu'il est sûr et certain qu'elle va se relever de cette attaque. Cependant, elle va pas se relever dans Onigashima. Elle va pas être détruite comme Kaido va être détruit. C'est-à-dire que si elle tombe et qu'elle est KO, elle va être prise par son équipage, elle va retourner à Whole Cake. Je pense qu'à Whole Cake, elle va voir qu'elle s'est complètement fait défoncer la gueule. Enfin, Whole Cake s'est fait défoncer la gueule par Barbe Noire. Et donc, elle va devoir trouver une nouvelle puissance pour contrer Barbe Noire et aussi niquer la gueule de l'eau, de Kid et aussi de Luffy. Et donc on va avoir, je pense, cette évolution vers Elbaf, où il va avoir peut-être un sauvetage d'Elbaf, parce que Big Mom va devenir complètement tarée et elle va aller vers Elbaf. Enfin bref, c'est un petit peu comme ça que je vois la chose, mais j'ai énormément de mal à vous exprimer tout le bonheur que j'ai ressenti par rapport au traitement de Big Mom. Et c'est ça qui me fait un peu mal au cœur, parce que quand je lis le commentaire de certains, et je comprends aussi que certains aient du mal, et c'est ça qui est marrant, parce que il y a vraiment deux écoles qui sont ici. Il y en a qui trouvent que Big Mom a toujours été un pétard mouillé, qu'elle a seulement été qu'un faire-valoir pour montrer la puissance de l'eau et aussi de Kid. Et d'un autre côté, il y a une autre école à laquelle j'appartiens qui voit en Big Mom une puissance qui est presque celle de Kaido et celle de Barbe Blanche, et que Kid et l'eau aient réussi à se relever plusieurs fois, alors qu'à un moment Ichiroda nous les montre presque à la porte de la mort, et s'en sortir comme ça, je dirais pas que c'est un petit peu what the fuck, mais comme pour Luffy avec Katakuri, enfin il y a
il y a un problème au niveau de la gestion de la puissance et de la gestion de l'endurance. Encore une fois, si Luffy, lui, a réussi à autant endurer, c'est parce qu'au préalable, Eiichiro Oda avait mis tous les éléments scénaristiques en place. On a l'arc de Thriller Bark avec Kuma qui enlève toute la douleur de Luffy, et on sait que c'est lié à son fruit du démon qu'il arrive à autant subir les dégâts. Après, il a quand même passé plusieurs mois avec Rayleigh sur une île. Luffy, pendant 2 ans, il s'est vraiment entraîné énormément, et on ne sait pas si l'eau ainsi que Kid ont eu les mêmes contraintes pendant les 2 ans, même si Kid, on sait qu'il a perdu son bras parce qu'il a osé comme un idiot s'attaquer à Shanks. Mais quand on prend le lot versus Doflamingo qu'on avait à Dressrosa, il y en a certains qui m'avaient mis dans les commentaires, oui mais il y a plusieurs années entre Dressrosa et Wano Kuni, il y a peut-être plusieurs années en tant que lecteur, mais ce ne sont que quelques semaines d'un point de vue de la temporalité de One Piece. Et il a réussi à éveiller son fruit durant ces semaines-là. Il a réussi à faire plein de choses, et le power-up qui est obligatoire, parce que c'est la nouvelle génération et c'est elle qui doit enterrer l'ancienne génération, je la trouve non pas sortie du cul, parce que ça serait vraiment d'être de très très mauvaise foi de ma part, mais je la trouve amenée assez facilement. L'autre chose aussi qui est absolument dingue, quand on reprend la réaction live et la critique analyse que je fais de l'opening, pour ceux qui n'ont pas vu l'opening, je vous invite à lire la vidéo, elle sera à la fin de celle-ci, ou elle sera directement dans la description de cette vidéo. À un moment, on voit un rayon laser, et normalement, je vais mettre le passage là, mais je me pose la question me disant, ça on le voit pas dans le manga, c'est peut-être quelque chose qui va nous être amené plus tard. Face à Momo et puis Shinobu, c'est qui lance le rayon laser? Je voyais pas, c'est Kaido qui lance un rayon laser qui est en train de niquer la ville. Par contre, ça, on l'a pas dans le manga. Est-ce que c'est un futur truc qui va arriver? On a Et donc, le rayon laser qu'on voit, c'est peut-être l'arme, l'attaque de Kid. Ce qui sous-entend que, et c'est là au niveau de la Toei qu'ils font très fort, parce qu'il n'y a rien qui a fuité, et ça c'est un truc absolument de dingue. Il faut savoir que par exemple pour faire un opening comme ça, ils le font pas en quelques jours. C'est un travail de plusieurs semaines. Et donc cet opening date d'il y a 2 semaines. L'opening, la réalisation, les idées pour le mettre en place, ça peut dater de plusieurs semaines. Donc on est peut-être à 1 à 2 mois. C'est-à-dire qu'il y a 1 ou 2 à 2 mois, Eiichiro Oda avait donné l'information à la Toei qu'il y allait avoir une attaque comme ça. Alors, le truc qui m'a surpris avec, et encore une fois, c'est parce que je me pose énormément de questions de savoir comment les utilisateurs de Fruits du Démon utilisent leur pouvoir, c'est par rapport à la cohérence que Eiichiro Oda met en place dans son œuvre. Je me suis posé la question, comment Kid a fait pour créer un rayon laser? Les 2 seules personnes qu'on a vues qui ont fait des rayons laser, c'est premièrement Kuma et les PX, et ça c'est par rapport à Vegapunk, parce que c'est Vegapunk qui a créé le rayon laser, et la deuxième personne c'est tout simplement Franky. Si Franky a créé un rayon laser, c'est parce qu'au préalable on nous explique que ce mec là est un putain d'ingénieur, et en plus sur l'île où il a été, il a trouvé les plans de Vegapunk, donc il y avait peut-être les plans justement de la création du rayon laser. Et donc je me suis dit, mais comment Kid, en assemblant des morceaux de métal, arrive à dégager une énergie, et surtout à créer une énergie qui peut faire des rayons laser? C'est absolument impossible. Et en plus, avec la forme du canon, pour ceux qui ont vu ma réaction live, j'étais parti dans un délire un petit peu du style Akira, pour ceux qui connaissent. Là, il y a quelqu'un qui m'a donné, j'ai noté ton nom, c'est Nigre. Il m'a dit, c'est tout simplement, c'est tiré du canon Ghost. Donc j'ai été sur One Piece Wiki pour avoir confirmation, et il y a bien la confirmation de ça. Et le canon Ghost, je connais parfaitement. Alors pourquoi je connais parfaitement? Là, je vais parler aux vieux de la vieille. Le Syndicate, qui a été fait sur Amiga et aussi sur PC par Bullfrog. Dans le studio, c'était Bullfrog. Ils avaient justement des canons Gauss. Il y avait XCOM aussi avec des canons Gauss. C'était l'arme, je crois que c'était l'arme finale qui était absolument indestructible. Et pour ceux qui connaissent StarCraft, c'est tout simplement le Ghost Rifle, le C14 si mes souvenirs sont bons, qui sont l'arme justement des marines. Et en gros, ce qui se passe, c'est que c'est une arme qui envoie, qui propulse de la matière
par électromagnétisme. En vérité, il y a un champ de force à l'intérieur du canon et c'est propulsé par rapport à ce champ de force. Et c'est un canon électromagnétique. Ceux qui jouent aussi, je vous parle souvent de Warhammer 40 000, les canons catapultes des Eldar, et je crois aussi que qu'ils avaient aussi des gros canons shuriken. Qui justement utilise aussi cette technique. Et là, tu te dis, ok, là, d'accord. Pourquoi d'accord? Parce qu'on a vu au préalable qu'avec l'éveil de son fruit, il arrivait à faire un magnétisme, justement le hacing qu'il a fait au niveau de Big Mom. Et donc, on peut imaginer qu'il fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il va magnétiser, polariser l'objet à l'intérieur du canon. Il va polariser inverse l'extérieur du canon et il va donner justement une impulsion qui va faire un putain... Alors, normalement, ça devrait pas être un rayon. Normalement, ça devrait être un projectile. C'est pour ça que le coup du rayon m'a induit en erreur. Mais franchement, c'est excellent. Et comme je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure de l'eau avec sa nouvelle technique où il peut aller à l'intérieur et faire carrément des déflagrations, c'est le contre-pouvoir parfait de Big Mom. Donc, si je mets de côté l'endurance absolument dingue de l'eau et de Kid face à la puissance de Big Mom, l'utilisation de leurs fruits du démon, là par contre, c'est du pur génie. C'est quelque chose qui a été réfléchi bien en amont. C'est-à-dire que dès Wall Cake, on avait déjà la mise en place de l'éveil du fruit de l'eau par rapport à son utilisation. Et c'est ça où je vous dis que je suis un putain de grand fan de One Piece, parce que c'est une œuvre qui me fait réfléchir, qui me fait me poser des questions, me dire ok, s'il fait ça, pourquoi, quel est le but, et il a fait ça pourquoi, quel élément scénaristique il veut mettre en place, quels sont quels sont. C'est pour ça aussi que je veux absolument voir, et j'étais déçu qu'on n'en ait pas dans cette dans ce chapitre de première de page, parce que je veux absolument savoir ce qui se passe au niveau du Garma, parce qu'encore une fois, il a une telle façon de créer son œuvre et de mettre de l'émotion dans son œuvre que si on reprend, pour ceux qui me connaissent depuis très longtemps, si vous voyez comment je détestais à une époque le Garma et comment maintenant je m'inquiète pour eux parce que je sais que il y a quelque chose d'important qui peut être créé avec eux. Enfin, c'est ça qui est génial. Le fait aussi qu'on ait Misery qui apparaisse, et Misery est une sorte de projection mentale de Mother Caramel à travers ce personnage-là, ça aussi c'est excellent. Vous voyez le design de Misery, ça fait énormément penser à Mother Caramel. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont mis en place, et ça fait énormément plaisir. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Vous voyez, regardez, même rien qu'à en parler, j'oublie un petit peu le mal de tête que j'ai. Enfin, One Piece, c'est tellement bon, c'est excellent. Pour moi, c'est une œuvre qui est au-delà des autres par la richesse. Elle n'est pas exempt de défauts. Et savoir être fan d'une œuvre, c'est accepter les défauts, trouver même les défauts, ne pas être aveugle envers les défauts, même s'ils sont que minimes d'une œuvre, pour pouvoir la savourer encore plus. Bref, je pense que je vais arrêter là la vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Encore une fois, je vous prie de m'excuser un petit peu de ce format, mais voilà, j'ai pas pu faire autrement. Encore une fois, si vous avez apprécié la vidéo, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à partager. Abonnez-vous aussi, hein, comme je vous ai dit, cette année, j'aimerais bien qu'on puisse atteindre les 150 000. C'est peut-être peu pour certains, mais c'est beaucoup pour d'autres. Partagez par les autour de vous, laissez des commentaires, mais surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama. Que je n'aime plus l'œuvre, il n'y a aucun souci là-dedans. One Piece en ce moment, c'est encore mieux que ça va être dur. Le fait d'être fan, bah non, j'y arrive pas. Je profite aussi de quelque chose pendant que je vous ai, hein, pendant que vous regardez votre télévision. Oh putain, que j'ai du mal. Oh que j'ai du mal. Oh, c'est dur.